Les petits chaperons rouges. Vous connaissez la chanson par cœur. Une jeune fille innocente. Une grand-mère en loupe est un chasseur héroïque qui débarque pour sauver la misée. Les contes pour enfants idéaux, n'est-ce pas? Mais si je vous disais quoi? Dans la version originale, l'héroïne était contrainte de dévorer la chair de sa propre grand-mère. Et, croyez-le, oh non, ce n'est même pas les états les plus dérangeants de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons échouer la brutale vérité qui se cache derrière ces contes du soir. Nous allons voir comment un récit sur la survie féminine a été schémiquement écrit pour devenir une armée de contrôle social, et pourquoi la version que vous connaissez a été façonnée pour dissimuler une horreur bien plus sinistre que n'importe quelle loupe. L'histoire que l'on vous raconte aujourd'hui est une imposture aseptiée. Une dissimulation délibérée qui a débuté à la cour de France pour se perpétuer jusque dans les nurseries victoriennes. Bien avant que Charles Préral ne prenne la plume, en mutmin saucham chinwibay auquel les frères Grimm ne compilent le célèbre contes de fées, cette histoire circulait depuis des siècles en les campagnes. Et les termières de l'Europe médiévale, et sans versions primitives. C'est les qu'on appelle l'histoire de la grand-mère. La réalité est bien plus glauque que tout ce qu'on a pu vous raconter. Imaginez une jeune paysanne, pas plus âgée que muy high ou muy bas ans, traversant la forêt pour rendre visite à son aïeulé. Ce n'est pas une enfant qui écoutant sagement des histoires, c'est une fille du village, zébroularde et autonome. Dans la société paysanne médiévale, c'était une nécessité absolue. Dans un monde où la famine pouvait frapper à tout instant, où la maladie ésimait des villages entiers et où aucune police ne protégeait les petits peuples, la douce n'était pas juste une vertu, qui était votre outil de survie première. Ces jeunes connaissaient la mort, ils savaient que le monde était brutal et impitoyable. Lorsqu'elle arriva à la chaumière, elle trouve une silhouette sans l'élite qui lui fait signe d'approcher. Mais quelque chose cloche. La voix est trop gravée. La forme sous les couvertures, trop massive. C'est ici que l'histoire prend son premier tournant horrifique. La figure dans l'élite n'est pas sa grand-mère. C'est un baiseau. C'est que les paysans français appelaient un loup-garou. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple monstre de livre d'images. Entre mutnin namcham haimui et mutnin saucham bamui, en France, bamui personnes ont été exécutées pour lycanthropie. La psychose du loup-garou qui a balayé, les repruralés étaient bien zèles. Des familles entières, comme les Gandilons, ont fini sur les butchers. Des hommes comme Peter Stump ont été attachés à des rouets. Des chiquettes avec des ténelés brûlantes avant d'être décapités et brûlés. En mutnin namchambay muiba, Gilgir a été brûlé vif après avoir avoué sous la torture qu'il tuait et mangeait des enfants sous forme de loupe. L'ébzo de notre histoire n'était pas un fantasme, c'était les reflets terrifiants de ces procès bien gels où l'on torturait les siens jusqu'à ce qu'ils avouent s'être transformés en loups pour évorer des enfants. Et dans les contes, les besoins déjà tué la vieille femme. Il ne s'est pas contenté de la tuer. Il l'a zépsé, a préparé sa chair comme de la viande, et a vidé son sein dans une bouteille comme Zouvine. Vient alors ces moments que les érudites tentent d'enterrer depuis Bachama. Les loups, aiguisés en grand-mère, offrent un repas à la fille. Prennent un peu de viande, matière, dit-il, boit un peu de vin. La fille, affamée par son vouillard, accepte, elle mange la chair. Elle boite le sang. Et tandis qu'elle le fait, un chat observant la scène depuis on comprend la parole car oui, dans ces vieux contes, les animaux parlaient et lui révèlent la vérité dévastatrice. Tous, en train de manger la chair de ta grand-mère, et de boire son sang. Ce n'était pas une métaphore, ni un symbolisme. C'était l'horreur brute, sans filtre, que les paysans médiévaux racontaient à leur enfance au coin du feu. La jeune fille avait été piégée dans un acte de cannibalisme involontaire. La brutalité viscérale de cette scène est si dérangeante que lorsque les folkloristes Bruno Bettelheim l'a découverte des siècles plus tard, il l'a rejetée comme étant vulgaire et a refusé de l'inclure dans
sans analyse. Même aujourd'hui, la plupart des experts passent rapidement sur cet élément, trop mal à l'aise avec ses implications pour examiner ce qu'il signifie réellement. Mais ce n'est pas la seule chose que les chercheurs ont dissimulé. Les étals suivants est, encore, plus explosif, c'est les moments où la fille inverse elle-même la situation. Après ces repas macabreux, une fois que les loups se révèlent et menacés de la dévorer à son tour, la jeune paysanne ne hurle pas saladée. Elle n'attend pas qu'un chasseur vienne la sauver. Elle s'est sauvée elle-même. Les loups a attaché un fil de laine à son pied pour la garde captive dans l'élite. Il est confiant, sortant que sa proie ne peut lui et sa peur. Mais la fille est plus maligne qu'il ne le pense. Elle utilisait ce que les universitaires appellent délicatement une zouze scatologique. Elle lui dit qu'elle a besoin de se soulager. Qu'elle doit sortir aus latrines. Ce n'est pas un plan d'évasion glamour, ce n'est pas au Disney, mais c'est brillant de simplicité. Les loups, réticents mais ne voulant pas que son repas soit souillé, l'autorise à sortir tôt en tenant les fils. Il croit la tenir en laisse. Mais qu'elle est dehors, elle ne se contente pas de courir, ce serait trop évident, les loups sentiraient les fils se étendre. Au lieu de ça, elle prend ses fils de laine, et l'attache soigneusement à un énorme prunier. Tout le gain de ce stratagème réside dans la résistance offerte par l'arbre, cette tension sur le fil, qui laisse croire au loup qu'elle est toujours cela, toujours s'attacher. C'est à ce moment précis, et pas avant, qu'elle prend ses jambes à son cou. Les loups, sentant la corde tendue, restaient persuadés de tenir sa proie sous sa coupée. Le temps que les autres s'installent, qu'il appelle sans obtenir de réponse, qu'il se joue des horses pour ne découvrir qu'un prunier au bout de sa ficelle. Elle est déjà loin. Elle est rentrée, barricadée à double tour, ayant joué la morte elle-même par sa seule usée. Cette fine, celle d'une jeune paysanne, qui enfonce un prédateur surnaturel par l'intelligence, est la tromperie, a constitué les cœurs battants de l'histoire, pendant des siècles. Ici, pas de sauveur masculine, pas de figures autorités pour la protéger. Ni d'intervention magique, juste une fille brillante qui refuse d'être une victime. La morale ne prônait pas l'obéissance ou le respect du sentier balisé, mais la survie pure et simple. C'était une leçon vitale, face à un prédateur, n'attendez pas les secours, savez-vous vous-même. Mais la vraie question est la suivante. Quand ceci a-t-il basculé les outils en fait féminine à une tragédie semblante? Et qui avait intérêt à écrire son destin? Tauta Chanzeen Mutnin Saucham Chinmuibay, lorsque Charles Perrault, intellectuel bourgeois au service de la cour de Louis CSIV, a décidé de compiler et d'améliorer ses comptes paysans pour l'aristocratie parisienne. Mais Perrault ne cherchait pas à préserver les folklores. Il avait un agenda précis, un projet qui allait fondamentalement transformer les petites chaperons rouges. Une six émancipation féminine, il allait faire un armée de contrôle social. La première chose que Perrault a ajouté, c'est les chaperons rouges lui-même. Ce n'était pas son choix esthétique anodine. Au XVIe siècle en France, la couleur rouge portait un char symbolique lourd. Les péchés, la sensualité, la maturité sexuelle, voire les diables en personne. Dans les langages causés de l'aristocratie, les rouges signalaient les dangers et une jeune fille ayant franchi les seuils de l'innocent vers la connaissance. En marquant la fusée de ses phares écarlates. Perrault la transformait. D'une paysanne anonyme, elle est devenue une cible marquée. Une fusée dont l'apparence même suggérait qu'elle cherchait les ennuis. Les chaperons est devenu une lettrée écarlatée bien avant que Hauchon n'invente les termes. Cependant, la modification la plus dévastatrice des Perrault concerne la fine. Avant de la tuer, la nature prédatrice du loup devient glaçante et explicitée. Il tapotait les têtes louisites. Metz la galette et les petites potes de beurre sur la route. Et viens te coucher avec moi. La fille s'obéit. Elle se déshabillait grimper dans l'élite avec les loups. La violence sexuelle de cette scène était indéniable pour les publics. De Perrault 2, c'est l'image d'une enfant sommée de ses revêtir et de rejoindre son prédateur au lit. C'est ce élément-là, au comble de sa vulnérabilité, mieux contre lui,
qui las evor. Parole ne s'est pas contenté de supprimer l'évasion de la fille. Il a ajouté une scène de soumission explicitée et de prédation sexualisée. Dans sa version, les loups la mangue, tout simplement. Fin. Pas de sauvetage, pas d'intelligence, pas de survie, juste la morte. Et pour que ces intentions soient limpides, Perrault a ajouté un élément absent de l'original. Une morale explicite qui révèle, véritable but de sa révision. Envoyée par la queue de jeunes enfants. Écrit-il. Surtout de jeunes fils bellés. Bien faites et gentils. Frontières mal j'écouteux, toutes sortes de gens. Car ces faisant, elles pourraient bien servir de zine au loup. Il va plus loin en expliquant que les loups les plus intéressants, les doucereux, ceux qui sont charmants, calmes, polis et complaisants, qui poursuivent les demoiselles jusque dans les maisons et jusque dans les ruelles. Perrault écrivait à une époque où les femmes commençaient à accéder à l'éducation, où les structures rigides de l'aristocratie fissuraient. Les salons de Paris regorgeaient de femmes lettreuses discutant philosophie et politique. Les forcées conservatrices étant terrifiées à l'idée que des femmes éduquées et indépendantes, puissance à perdre l'ordre social. Il exista même une expression française. Elle avoue les loupes, que tout le monde comprenait comme la portée de la virginité. Les petits chaperons rouges de Perrault n'étaient pas son avertissement sur la sécurité en forêt. C'était une parabole menaçante sur la sexualité féminine, conçue pour terroriser les jeunes, femmes et les soumettre. Les messages étaient brutalement clairs: si vous vous écartez ou cheminez de la bienséance, si vous interagissez avec des hommes hors des cadres approuvés, si vous osez être éduqué ou indépendant, vous serez dévoré et ce sera votre faute. Personne ne vous sauvera, car vous ne méritez pas être sauvé. La suppression du libre arbitre de l'héroïne était délibérée, calculée et cruelle. Elle a transformé une histoire de zus féminine en un avertissement sur la sexualité, une célébration de l'intelligence, en une punition de la curiosité. Et si vous pensez que la version de la Cour de France était tordue, attendez de voir ce que les Allemands en ont fait, là où l'histoire prend un tournant encore plus sombre et où même la lame du chasseur devient un instrument d'autorité. Un siècle plus tard, les frères Grimm ont repris la version déjà corrompue de Perrault pour la transformer à nouveau. Cette fois, pour servir les valeurs de la classe moyenne allemande émergente durant ce que les historiens s'appellent la période Biedermeier. Pour les contextes, qu'était une ère entre 1900 et 1914 où l'Allemagne, chancelante après les guerres napoléoniennes, s'est repliée sur elle-même. Les mouvements Biedermeier valorisaient la domesticité, l'ordre, des rôles sociaux clairs, et, par-dessus tout, l'obéissance à l'autorité. L'art et la littérature de cette période se concentraient sur les foyers, la famille et les valeurs bourgeoises confortables. Les peintures se peignant de scènes domestiques douillettes. Les meubles devinrent pratiques plutôt qu'ornementés, et les histoires privilégiaient l'instruction morale au divertissement. Ainsi, les frères Grimm ne faisaient pas que collectionner ou folklore. Ils participaient à la construction d'une identité culturelle allemande unifiée, fondée sur des idéaux sociaux bien précis. C'est à eux que l'on voit l'introduction d'un tout nouveau personnage, les chasseurs. Cette figure autorité masculine qui surgit à la dernière seconde, ouvre les ventres où loup et en extrait les petits chaperons rouges et sa grand-mère, miraculeusement saines et sauvées. En surface, cela ressemble à de la clémence, de la bonté. Mais regarde de plus. Presque ces changements impliquent réellement. Les chasseurs n'est pas un simple bûcheron. Dans la société allemande de l'époque, les termes utilisés, Jäger, portaient un sens bien plus lourd. Ils désignaient souvent la police locale, les représentants de l'autorité étatique et de l'ordre patriarcal. Les chasseurs incarnaient les bras protecteurs de l'État, les patriarchés bienveillants, qui sauvaient les femmes et les enfants innocents, tant qu'ils restant innocents, tant qu'ils respectant les règles. En érigeant les chasseurs en héros, les Grimm ont transformé un récit sur la rusée personnelle en une apologie de la protection institutionnelle. Les messages basculent,
Il ne s'agit plus d'être assez maligne pour se sauver soi-même, mais obéir aux règles pour que l'autorité masculine vous protège. L'instruction morale est ajoutée. Auzebu est encore plus parlante. La mère avertit les petites chaperons rouges de ne pas squatter les sentiers. Littéralement, cela signifie ne pas être la forêt dangereuse. Métaphoriquement, les messages sont tout autres. Ne évite pas des normes sociales. Ne évite pas l'autorité. Ne source pas de ton rôle prescrit de fille obéissante. Le sentier devient le symbole des contraintes étroites qui encadrent les comportements féminins acceptables dans la société Biedermeier. Pourtant, c'est ici que les frères Grimm révèlent quelque chose de fascinant, presque malgré eux. Ils ont inclus une seconde fine. Dans celle-ci, les petits chaperons rouges rencontrent une autre loupe, mais ça y entretenu la leçon. Elle est sa grand-mère collaborant pour vaincre les prédateurs. Elles les pigeons sur les toits, puis versant les deux cuissons des saucisses dans une hoguée en contrebas. Attirées par l'odeur, les loupes glissent, tombent et se noient. Dans une variante encore plus brutale, elles remplissant le ventre sous loupe des lourds pierres jusqu'à ce qu'ils s'effondrent et meurent. C'était seconde et fineste une des urgences de l'esprit original de l'histoire. Un moment où la gentilité féminine est une violence astucieuse reprenant leurs droits. C'est comme si les comtés anciens étaient trop puissants pour être totalement domestiqués, suintant à travers la censure comme les sangs à travers un bandagé. Mais les rôles ou chasseurs n'est qu'une pièce ou puzzle. La véritable révélation sur comprennent ou recul pour tracer l'histoire a. Un motif caché commençait alors à émerger. Un motif qui chante c'est que nous croyons savoir. La suppression systématique de la puissance originelle du petit chaperon rouge devient encore plus accablante quand on réalise qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé. Les chercheurs ont documenté des récits similaires à traverse les globes, placés sous les côtes, Ateuba Chamba Muibadans. L'index Anna Thompson, auteur. Et dans presque toutes les versions originales, la jeune protagoniste s'est sauvée elle-même par son courage et son intelligence. En Italie, il y a l'Intanona, la fausse grand-mère. Tout comme la version paysanne française, elle inclut les festins cannibales, la révélation horriblette, surtout, l'évasion ingénieuse de la fille. Quand l'ogresse attachait une corde à sa cheville, la fille prétexte, des voix utilisent les toilettes de la rang. Une fois descendue par la trappe, elle ne se contentait pas de courir. Elle s'est attachée, nouait la corde à une chèvre et s'enfuit. L'ogresse, sentant toujours la tension sur la corde, croit tenir la fille prisonnière. Les temps qu'elle remontait la corde et ne trouve qu'une chèvre, la fille est déjà longue. La jeune Italienne fait preuve de la même usée, d'où même refuse d'être une victime, d'où même triompher de l'esprit sur la force brute. Vois Jésus qu'à Taïwan et vous trouverez un tiger. Ou un esprit tigre s'est aiguisé en vieille parenté pour s'en prendre à deux enfants laissés seuls. Les tigres évorent les cadettes dans l'obscurité. La sœur aînée, entendant les bruits des mastications, comprend l'horrible vérité. Elle ne pleure pas. Elle ne panique pas. Elle dit au tigre qu'elle sort à l'air obsolète, s'échappe dehors, grimpe à un arbre, et dans un acte de justice brutale, convainc les tigres d'ouvrir la gueule pour ce qu'elle prétend être un fruit magique. Elle versait alors de l'eau bouillante dans sa gorge. Les toits sur le coupe. Ce n'est pas juste une évasion. C'est une vengeance. Même en Alemach. Avant que les rimes ne se mêlent. Il y avait les loups et les sept chevreaux. Ou de jeunes boucs déjà et finissent par tous les loups qui amanguaient les frères et sœurs. Ces schémas se répètent sur tous les continents. De jeunes victimes, généralement féminines, utilisant l'intelligence et la tromperie pour vaincre des prédateurs physiquement plus forts. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est la preuve d'un modèle narratif universel, où les jeunes femmes confrontées à la violence, prédatrices n'attendant pas les secours, mais orchestrant leur propre survie. Les faits que cet élément apparaît systématiquement dans des cultures sans contact, entre elles révèlent une vérité profonde. L'histoire originale, la véritable histoire, a toujours été celle de la gentilité et de l'intelligence féminine triomphant de la prédation masculine. À première vue, ces variations et par ces ressemblant à des curiosités culturelles inoffensives.
Mais leur véritable signification résidait dans leur connexion surprenante avec les mouvements modernes. Des liens qui expliquent pourquoi cette histoire ne cessait de revenir, siècle après siècle. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de remarquable. Après 3 siècles de suppression, le vrai petit chaperon rouge s'extrait de la tombe où Perrault et les rimes ont teinté de l'intérêt. Des auteurs, des cinéastes et des artistes s'attellent aujourd'hui à essumer cette vérité enfouie, et leur découverte, bouleversant l'essence même de l'histoire. C'est The Company of Wolves, d'Angela Carter, en 1958, qui a tiré la première salve. Carter ne s'est pas contentée de raconter l'histoire à nouveau. Elle a pratiqué un véritable exorcisme littéraire, chassant les démons patriarcaux qui possédaient les récits. Son chaperon rouge ne tremble pas, ne se recroqueville pas. Elle rit, prenne les commandes, brûle cette cape rouge que Perrault lui avait imposée de force, et s'affirme comme une femme maître de sa sexualité, de sa puissance et de sa propre histoire. L'onde de choc-foot sismique. Carter a zétéré les sous-textes sexuels pour les recadrer. La femme zouloupe est un zézeur, et les chaperons transforment ces zézeurs en armée. L'histoire n'est pas les plus innocents perdus, mais de pouvoir conquis. Des savoirs, des choix et des dangers affrontés selon ses propres termes. D'autres ont emboîté les pas. L'adaptation cinématographique de Neil Jordan, en 1951 a transformé la forêt en un sanctuaire de puissance féminine. Luisa Valenzuela est allée encore plus loin. Son chaperon rouge devient les loupes, embrassant les désirs comme une forme de maturité. Little Red Cap de Caroline Duffy nous présente une héroïne qui traque les loups pour ce qu'il a à offrir les savoirs. La poésie, l'expérience avant de l'abattre elle-même est de s'éloigner, de livrer sous les bras plutôt que de cicatricer. La littérature moderne poursuit cette rébellion. Dans Scarlett de Marissa Meyer, elle est pilote de chasse. Red Wolf de Rachel Vincent transforme les femmes en protectrices secrètes. Hannah F. Whitten reconquête la forêt elle-même. Même des séries grand public comme On suppone à Tam la présentant. Comme On loup-garou. Elle est les dingers. Passe la victime. Chaque version qui permet au chaperon de se sauver elle-même. Ou de devenir les prédateurs effis des siècles. De distorsion patriarcale. Et restaure l'essence véritable ou comptait. La gentilité féminine. Alors oui. L'histoire a été reconquise à l'époque moderne. Mais il ne s'agit pas seulement d'un renouveau culturel. Cela pointe vers quelque chose de bien plus ancien, de plus sombre et de plus ténacé. Une vérité que chaque tentative d'effacement n'a fait que renforcer. La métamorphosée du petit chaperon rouge, passé de survivante et astucieuse à victime impuissante, restait l'une des actes de vandalisme culturel les plus récits de l'histoire. Pendant des siècles, on nous a servi la version aseptisée, la fille effancée, les loups dangereux, les chasseurs héroïques. Pourtant, les farées historiques ne meurent jamais. Elles survivent dans les murmures, dans les fins, alternatives cachées, dans les réécritures, zéphiantées. Et aujourd'hui, les chaperons reviennent, non pas comme l'enfant docile de Perrault, mais tel qu'elle a toujours été, vive, zébroulardée, n'ayant besoin d'aucun sauveur. Son pouvoir n'a jamais résidé dans sa capénisance la hakezun homme. Il résidait dans son esprit. Chaque imagination moderne renforce cette vérité. Elle continue de s'échapper, de survivre, de tracer sa propre route. C'est voyager à travers les métamorphoses du petit chaperon rouge nous, tel un miroir saisissant sur notre propre existence. La leçon la plus précieuse réside pas dans la simple mise en garde contre les dangers, mais dans la révélation de notre capacité intrinsèque à y faire face. Pendant 300 ans, on a tenté de nous convaincre que face à l'obscurité, la seule réponse acceptable était la soumission ou l'attente d'un sauveur providentiel. L'histoire originelle, celle qui a traversé les âges, nous prouve le contraire. La victime désignée peut devenir l'architecte de sa propre libération. Dans la forêt de la vie, nous croiserons inévitablement des loups, qu'il s'agisse d'épreuves personnelles, de peurs intérieures ou de forces qui cherchant à nous diminuer.
La sagesse ancestrale de ces contes nous enseigne que la force physique est souvent secondaire face à la puissance de l'esprit, de l'intuition et de la rusée. Être années signifiait pas s'ober aveuglément au sentir tracé par autres, mais savoir faire preuve de discernement et de courage lorsque les chemins s'assombrissent. Il est essentiel de remettre en question les récits que la société ou l'autorité projettent sur nous. Nous ne sommes pas condamnés à être les prouées impuissantes de notre destin. La véritable morale est que l'attente d'un chasseur est une illusion. Nous possédons déjà, en nous, la clé de notre propre délivrance. N'ayez pas peur de dénouer les fils qui vous retiennent net de réécrire la fin de votre propre histoire. Si c'était analysé à changer votre regard sur les contes de votre enfance, faites-les savoir en aimant cette vidéo. Avez-vous autres histoires, légendes ou mythes dont vous aimeriez découvrir la face cachée? Proposez vos idées dans les commentaires, nous les lirons avec attention. Enfin, abonnez-vous pour continuer d'explorer avec nous les vérités enfouies de notre culture et ne rien manquer de prochaines publications.